Bon, on va commencer notre rencontre. Pour ceux qui sont au fond et qui veulent se rapprocher, voilà, n'hésitez pas, il reste encore 2 places assises. Voilà. Bah, là, sur les bancs, et puis il y a 2 chaises. Donc, bienvenue à toutes et à tous au Boutique Potemkin. On est très heureux de vous accueillir dans le cadre de nos rencontres qu'on fait depuis une dizaine d'années déjà. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une boutique de DVD, on est également éditeur DVD, on est depuis 18 ans, puis on essaie de défendre, voilà, on va dire une certaine idée du cinéma, et puis d'accueillir tous les cinémas qui nous intéressent. Et parmi les invités, on avait il y a 5 ans Pierre Croton qui était venu nous rendre visite pour Vatoto, pour nous parler, parce qu'on profite de sorties de DVD comme celui-ci, comme celui d'un prince qui est sorti chez JHR, donc on est très heureux. Mais Pierre, tu voulais peut-être tout simplement commencer, presque à prendre la parole par un extrait. Est-ce que on commence par ça? C'est bien. Un extrait? C'est bien. Tu veux nous le présenter peut-être? Dire un mot? Un ou 2 mots? Il est très court, il dure 2 minutes. J'ai eu aucune hésitation, à vrai dire. C'est un moment très précis dans le film, ce sera plus facile, une fois que vous l'aurez vu, d'en parler. Voilà, on peut et d'entrer dans le film, et d'entrer dans son cinéma. Oui, absolument. Ah, allons-y, allez. Je ne vais pas rester devant l'extrait. La liste des lieux où nous avons baisé serait longue. En face de notre emplacement sur le marché était installé un apiculteur du nom de Moïse, un homme robuste. Quand on passait devant son étal, l'odeur du miel et de la propolis évoquait puissamment le soleil. Littéralement, il rayonnait, en tout cas pour moi, de façon très érotique. Voilà, en principe, l'extrait commence là, précisément. La projection dans ma classe d'un film d'ethnobotanique sur les chamans cueilleurs de plantes médicinales en Himalaya avait créé une certaine émotion, un enthousiasme parmi les élèves. Pierre-Joseph, lui, resta silencieux. Pour quelque temps plus tard, une nuit après l'amour, bien calé dans mes bras, l'entendre murmurer « Tu crois que je pourrais y aller avec toi là-haut, voir les plantes chez elle ?» Oui, on va faire un film. Adrien me donna 5 semaines de congé pour partir avec Alberto filmer la flore himalayenne. Alberto filmerait les fleurs, je les dessinerais. Le film s'appellerait « Souvenir d'un jardin ». Nous fûmes émus, sur place, à plus de 4000 mètres d'altitude, de retrouver les fleurs que nous cultivions dans nos jardins, comme le Macleia cordata ou le Meconopsis. Alberto citait Philippe Jacotet. Fleur proche à en oublier la fin du parcours, quand le marcheur comprend enfin que, même si le chemin le conduit toujours chez lui, il le conduit aussi, inéluctablement, aussi loin que possible de toute maison. On peut faire un arrêt sur l'image. Merci. Je ne sais pas si vous connaissez cette fleur, si vous l'avez croisée sur des rails de chemin de fer. Donc c'est le sénécio. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est une plante qui a été introduite en Allemagne en 1800.
en 1880, je crois, et qui s'est naturalisée en Europe, et on la retrouve en France dans les années 1930, je crois. Et bon, je ne veux pas faire un cours de botanique, je vais m'arrêter là, mais c'est un des points de départ du film. C'est pour ça que je voulais montrer cet extrait, puisqu'il est question de départ. Il y a un peu 3 points de départ dans le film. Il y a Kuta, bien sûr, cette figure fictionnelle et à la fois absente. Il y a l'apprentissage de la botanique et de la sexualité. Et puis il y a le voyage en Inde. Donc voyage qu'on a réalisé avec Vincent, un premier voyage, un premier film qui s'appelait L'Arc d'Iris, Souvenir d'un jardin. Et à partir de ce film, on a exhumé des roches qui n'avaient pas été montées pour ce premier film. Et qu'on retrouve dans... Et qu'on retrouve dans Vatoto. Bien sûr. Ouais. Voilà, exactement. Enfin, non, c'est un deuxième voyage et c'est complètement autre chose, puisque dans Vatoto, il est vraiment question d'animaux, et dans ce film du végétal, du monde végétal. C'est dans le prince. Oui, c'est dans un prince que donc on retrouve ces images. Après ce plan-là, on retrouve des images, enfin une séquence, donc qui n'est pas montée dans l'Arc d'Iris, où Vincent montre des plantes à un cueilleur de plantes, un chaman, voilà, qui donne les noms des plantes à Vincent. Alors cet extrait aussi, parce que ce plan-là précisément, parce qu'on était tellement pauvres pour... alors je sais que Arnaud il n'aime pas trop que je dise ça, mais si. Enfin on a été tellement pauvres, on a été tellement pauvres que le tournage on l'a fait un peu au pas de course. Mais ça, c'est voilà, un plan qui n'a pas été écrit. Et c'est très court, mais n'empêche que de trouver la liberté de filmer quelque chose qui n'est pas prévu et qui surgit vraiment de façon très pure, comme ça, comme le dit Jacoté. Bon, c'est aussi... on était pauvres mais libres, et voilà, de se donner quand même cette possibilité-là d'aller là où on nous appelle, quoi, parce que ça appelle. Voilà. Mais j'aimerais bien que Cyril il nous rejoigne, parce que pour cet objet du DVD, il y a un texte inédit de Cyril. Il faut dire, alors, parce que moi je me dis toujours que dans les... Oui, on va revenir au film, j'imagine. Mais... On va revenir au film, mais aussi, il y a des gens qui te connaissent, et il y a des gens qui te connaissent moins. Qui savent moins d'où tu viens, quel est ton mais parcours. Mathilde Girard, qui vient d'arriver, me connaît très bien. Donc, vous pouvez mais avant qu'on se connaisse, elle dit « Non, t'étais pas né, avant que tu naisses. » Cyril, viens, et Mathilde, voilà, venez, parce que vous êtes un peu je sais pas, les co-scénaristes du film. Absolument, avec Cyril, Mathilde et Vincent. Et Vincent Barré, voilà. Donc peut-être nous dire que... Mathilde, tu veux une question ? Alors... Voilà, ça prend une direction que voilà, je n'avais pas prévu, mais c'est très bien comme ça. Ah, mais je me sens mieux entouré. Voilà, c'est ça. Voilà, on se tient chaud comme ça. Mais peut-être, Cyril, dis-nous quelques mots sur ta rencontre avec Pierre, et puis ce projet, Un Prince, comment c'est venu, parce que je pense que je sais que c'est une première collaboration avec Pierre. Ouais, c'est pas tout à fait. Enfin, une première collaboration aussi explicite et importante. Mais ça fait 20 ans qu'on se connaît bientôt avec Pierre. On s'est rencontrés à l'occasion de son premier long métrage, c'était en 1945, au Film Marseille. Moi, j'étais à l'époque, je commençais à travailler au Film Marseille. Et le Film Marseille, le festival qui a vraiment été le premier à montrer les films de Pierre et qui l'a soutenu depuis longtemps. Donc on a appris à se connaître. Enfin, on ne s'est pas rencontrés au film en fait. On s'est rencontrés chez toi parce que je venais faire un reportage pour Vertigo sur comment travaillent les cinéastes. Enfin, ceux qui ne travaillent pas comme les autres. Et donc, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Que fabriquent les cinéastes ? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, voilà, puis depuis on est devenus amis, et j'ai beaucoup écrit sur les films de Pierre, j'ai passé beaucoup de temps chez lui, et puis l'amitié, enfin, le propre du cinéma de Pierre, c'est que les choses de la vie, du travail sont complètement liées, et c'est que tous les films sont générés par des rencontres et par
et se fondent dans cette espèce de creuset d'amitié, d'affinité, qui dépasse largement le champ du cinéma et son milieu. Voilà, donc, je vois, Pierre, il me tout le temps, tu me montres toujours tes films en fin de montage, et puis là, ouais. Et là, tu m'as invité à rejoindre la petite bande, et Vincent. Vous avez déjà écrit tous les trois, et donc j'ai été invité à agrandir le cercle d'écriture. Et ça s'est passé comment donc tu as pris connaissance déjà de ce qui était, de ce qui pouvait être la trame d'un film, du film. Le point de départ était assez magnifique, c'est que Pierre a écrit un texte, un premier texte, comme ça, qui reste la trame, je dirais, l'ébauche du film, enfin une espèce de trame comme ça, mais très très jetée, très intense, qui nous a demandé de lire, et ensuite il nous a demandé de lui, en oubliant le texte, de lui raconter le film à l'autre manière, à partir de ce texte, chacun. Vincent a décrypté ces enregistrements, et à partir de là, on a commencé à se réunir, et chacun a pris en charge un personnage, une voix. Voilà. Enfin, une voix et une voix. Enfin, donc on n'a pas du tout écrit un scénario traditionnel, on a écrit d'abord chacun un long monologue, et qu'on a remis à Pierre, qui a arrangé ça, découpé, monté ça un peu, voilà. On en a fait un scénario, c'était très amusant ça, on a fait un scénario malgré tout. Et voilà, et après il y a eu le montage, oui, et donc chacun c'est du montage, voilà. Donc chacun a écrit pour une voix, Mathilde a écrit pour Françoise Brown, Vincent pour Alberto, moi pour Pierre-Joseph, et Cyril a écrit pour Catherine Dubreuil. Et au montage, ce quatrième récit, qui était le récit du point de vue de celle qui ne l'avait pas vécu, donc qui était un point de vue très différent des trois autres en fait. Pardon ? À gicler. Comme dirait mon producteur. Mais il n'a même pas eu besoin de venir pour nous dire ça gicle. On a giclé avec Félix Rennes avant qu'il intervienne. En fait, ça donnait vraiment quelque chose de très méta du film, et on a décidé de ne pas garder cette quatrième voix. Donc on a gardé la présence de Didi, qui est vraiment importante dans le film, et ce texte dont il reste peut-être le plus du récit que tu as fait après que j'ai enregistré, je crois, des quatre, il me semble. Donc ce texte qu'on n'entend pas dans le film, vous pourrez le lire dans le DVD, dans le livret, et moi en le relisant après tout le montage, j'avais un peu oublié ce texte, et enfin vous le lirez, mais c'est quand même très fort et très intriguant, parce que c'est vraiment une hypothèse qui n'est pas dans le film, et qui reste quand même intrigante, très belle et possible, quoi. Je peux passer. Oui, bien sûr. Mais juste un petit mot, qui est-ce qui a vu le film et qui est-ce qui n'a pas vu le film? Parce que c'est vrai qu'il y a qui est-ce qui n'a pas vu le film, par exemple? Voilà, il y a d'autres personnes. Voilà. Alors, voilà, il y a quelques personnes qui sont peut-être un peu perdues dans les personnages, et même pour ceux qui l'ont vu, c'était peut-être il y a quelques mois. Donc voilà, c'est un film quand même qui est polyphonique. On suit ce personnage de Pierre-Joseph dans ses rencontres qui vont être, comme tu l'as très évidemment dit, initiatiques, des rencontres avec ce personnage de Kuta comme ça, qu'on rencontre tard aussi dans le récit, mais dont on entend parler très tôt. Dont on peut douter presque de l'existence, voilà, le fils adoptif de Françoise Brown, voilà. Donc on est vraiment dans c'est un film qui n'est pas facile à raconter, résumer. Mathilde, peut-être? Oui, non, je déduis parce que j'ai pas vu le DVD, j'ai hâte de le voir, que donc c'est ce texte qui est dans le DVD, c'est ça. Et juste pour dire que je pense que ça nous a vraiment permis de construire le reste aussi. Comme beaucoup de choses dans un scénario qui sortent après de l'histoire d'un film, mais il y avait ce personnage de Kuta qu'il fallait faire exister en le voyant peu, et qu'il fallait faire exister dans la tête des personnages. Et voilà, ce texte qui est donc maintenant dans le DVD de cette narratrice, elle a permis aussi aux autres textes et aux autres personnages
de prendre une place, je ne sais pas comment dire, mais il fallait un narrateur à un moment, et après en effet il est sorti. Donc je suis contente qu'on puisse retrouver ce texte dont j'ai souvenir qui était très beau. Voilà, sachant que il y avait toute une construction aussi de durée, quoi. Le film se divise entre un Pierre-Joseph jeune et un Pierre-Joseph mûr et adulte, et qu'il s'agissait de parler de son enfance et d'une retrouvaille qu'il y a à voir avec une histoire d'enfance, et qu'il fallait donc quelqu'un qui, en plus de chaque narrateur qui déjà, de chaque personnage qui est déjà narrateur de son histoire, quelqu'un qui avait tout vu, tout vécu, ce qui n'existe pas dans la vie. Malheureusement, on aimerait bien avoir quelqu'un comme ça qui survit un jour, qui dit tiens, je vais raconter enfin l'histoire de ma vie. Mais voilà, je veux pas... Mais pour ajouter à la polyphonie, peut-être Pierre m'a dit, et pour ceux qui ont le film et qui s'en souviennent évidemment, que il y a des personnages présents, mais il y a en voix off le personnage qui raconte une histoire, mais dont la voix ne correspond pas au comédien qui joue. Donc ça c'est en tant que spectateur, ça ajoute, il y a comme un temps comme ça de réappropriation du récit qui fait que le spectateur, moi en tant que spectateur, je vais vers le film, je vais vers sa compréhension, et en même temps je rentre tout de suite dans la fiction aussi. Donc pourquoi ce choix, tout simplement? Alors les voix off, on parle de Mathieu Amalric, Françoise Lebrun, bien sûr. Grégory Gadebois, voilà. En plus des voix identifiées sur lesquelles qui sont porteuses d'un imaginaire. C'est quelque chose que j'ai amorcé avec Vatoto, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est déjà dans cette idée que quand on se raconte sa propre vie, ce n'est pas avec sa voix avec laquelle on parle. Enfin, c'est plutôt la voix, c'est une voix intérieure, voilà, qui n'a pas la même sonorité, la même... Et de plus, une voix plutôt fictionnelle, donc j'ai fait le choix de voix d'acteurs plutôt assez reconnaissants et reconnaissables. Des voix reconnaissantes, des voix reconnaissables, et très en décalage au corps des personnages qui ne sont pas des acteurs. Donc qui sont plutôt des corps ancrés dans le paysage, puisque c'est souvent le cas. Et alors ça n'enlève pas leur propre voix, c'est-à-dire qu'ils ont deux voix, c'est-à-dire que c'est pas une voix qui remplace l'autre, hein. Ils ont la voix qui parle, la voix du corps, et puis la voix de la pensée, qui est une autre voix. Non, j'allais dire aussi qu'il y avait l'idée qui est très important pour moi, de romanesque, l'idée de romanesque dans ces voix. Alors avec Un prince, c'était différent, il y a vraiment eu l'idée de la voix fictionnelle. Alors ça n'a pas finalement tellement changé au choix des voix qui parlent pour les corps, mais il y a quand même cette idée de fiction qui était, en tout cas pour moi, nouvelle. Il n'y avait pas cette notion dans Vatoto ou Le Bel Été. Je dis Le Bel Été parce que aussi dans Le Bel Été, il y a ces voix qui sont d'autres voix. Mais dans Le Bel Été, finalement, on n'a gardé qu'une seule voix, via celle de Mathilde, qui est Sophie Lebel dans le film. Bon, mais c'est pas pour Le Bel Été que je suis là. Non, mais c'est pour ton cinéma. La voix fictionnelle, la voix voilà, ouais. La voix, oui. On sent dans tes films combien tes amitiés, tes proches, la vie, ta vie, imprègne comme ça, rentre presque par le sol, que par la racine, comme ça, on est ancré dans un territoire, dans des personnages qui ont déjà des vies avant ça. Avec toi avant ça, et quand ce premier jet fictionnel, c'est une question un peu bête de dire qu'est-ce qui est du domaine de l'autobiographie et qu'est-ce qui est du domaine de la fiction,
mais on sent ça fort chez toi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à entremêler ça, on ne joue pas à découvrir, savoir ce qui est ta vie ou ce qui est la fiction, c'est pas tant ça qui nous intéresse, mais il y a une telle force de la vie qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser, se dire, mais voilà, c'est... Il y a une phrase de Pessoa qui me revient, j'ai sculpté ma propre vie faite d'une matière étrangère à mon être. Voilà, je pourrais reprendre cette phrase pour dire, quoi, c'est une matière... Au départ, c'est pas un choix. Enfin, je vais pas raconter toute mon histoire, mais je suis devenu ouvrier agricole. Et puis j'ai commencé à filmer dans le cadre de mon travail. Mes patrons, surtout, ma relation avec eux, éventuellement mes collègues de travail. Et puis c'est devenu, à la fois c'était moi qui racontais mon histoire, mais c'était aussi le moyen de... Enfin, c'était pas le moyen, c'est je racontais aussi les autres, ou ma relation aux autres. Et puis voilà, je dirais que je suis un peu parti sur cette lancée-là. Oui, mais de retrouver dans des personnages, encore une fois, proches, Vincent, oui, Vincent, Pierre, Vincent Barré, Pierre Barré. Voilà. Non, mais d'avoir, voilà, encore une fois, la vie qui rentre dans le... c'est le cinéma et la vie, oui, dans un sens très fort, comme ça. Comment est-ce qu'on travaille le cinéma chez Pierre Breton? C'est-à-dire, on se lève le matin, on sait ce qu'on va filmer, ou on filme déjà, comment est-ce que ça se passe? Quelle place ça a le cinéma mais dans ta vie très concrètement? Très concrètement, j'ai l'impression que, oui, j'ai un peu l'impression que... T'es pas comme un Alain Cavalier qui a sa caméra vissée à l'œil et qui va filmer. Non. Alors ça m'est arrivé, je peux raconter quelque chose très précisément. J'ai rencontré un homme là où j'habite, avec qui j'ai commencé un film qui s'appelle La vie après la mort. Et cet homme, Jean Lambert, est mort. Et j'ai pu racheter sa maison pour finir le film. Et donc ça a donné lieu à un premier film sur cette absence. J'habite toujours cette maison, ça fait plus de 20 ans. Mais donc 7 ans après habiter cette maison, la présence de Jean est revenue très forte. J'avais rien vu venir, c'est arrivé d'un coup. Je pense à ça parce que tu parles à Alain Cavalier et sa caméra. Et donc j'avais une caméra sous la main que j'ai sortie de l'armoire et j'ai commencé à filmer la présence de Jean. Voilà. Et ça a duré tout un été. C'était plutôt très joyeux. Et c'était spirit. C'était une caméra qui permettait de voir l'ami mort. Bon, voilà comment j'ai travaillé très précisément ce film-là, mais je pense à la maison ou aux paysages dans lesquels j'habite, et les amis et les voisins. Les choses sont là et je vais peut-être amener une histoire, mais pas toujours. Des fois, elle vient de... Pour Vatoto, par exemple, donc le personnage principal qui est Madeleine, une voisine, une femme que j'avais rencontrée 20 ans plus tôt que ce film. Je lui avais proposé Je lui avais demandé pour la filmer, mais elle m'a dit « Mais non, vous y pensez pas, Pierre, le cinéma, c'est complètement... Il n'en est pas question. » Et 20 ans après, donc un marcassin est arrivé sur le seuil de sa maison, qu'elle a accueilli, et comme on est très proches, elle m'a dit Pierre, si vous voulez filmer, la balle est dans votre camp. Bon, je le raconte dans le film. Pierre, si vous voulez, la balle est dans votre camp. Voilà, 20 ans plus tard, il avait fallu quand même attendre ce long mûrissement. Et, mais il faut être là, il faut vivre au quotidien avec les gens. Moi, je dis, j'aime pas les castings du tout. Enfin, il n'y a pas du tout cette idée-là, quoi. C'est vraiment des relations et ça se fait aussi avec le temps. Et tu te fais à l'idée, par exemple, qu'un film ne peut pas se faire, qu'une personne ne se fera jamais filmer, ou
je sais pas, par exemple avec Manon, tu t'envisageais la possibilité de te dire, peut-être que le film n'existera pas, il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de... La première fois que j'avais complètement laissé tomber. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ah non, j'ai pas attendu, c'est-à-dire que quand elle m'a dit, Pierre, tu voulais la balle est dans votre camp, ça a été une surprise. Et évidemment, le lendemain, j'étais chez elle avec une caméra parce que tout a ressurgi, mais non, j'avais complètement oublié, je m'étais pas obstiné, mais voilà. Pierre, on a fait combien de films ensemble? C'est le deuxième où tu es présent officiellement, je dirais, mais il y en a eu, ça fait 30 ans qu'on se connaît, il y en a eu 7 ou 8, 6 ou 7, voilà, je sais pas. Il y a eu avant, qui est dans le DVD, puisqu'on va quand même parler du DVD, un beau DVD. Mais alors d'ailleurs... Très riche, plein de suppléments. Ah oui, non, mais je précise qu'il y a deux de tes courts-métrages, voilà, le dira et House of Love, voilà. Et il y a un très beau documentaire de Dominique Auvray, moi, Pierre Croton, cinéaste et normand, et qui est passionnant, qui dure 1 heure, et qui permet de balayer toute ta filmographie, ton parcours. Je trouve que c'est un portrait très juste, très sensible. Et c'est tourné chez toi, très belle lumière. Bon choix, non. Non, mais vraiment. Non, pour ceux qui connaîtraient mal, et ça donne envie de voir tes films précédents, pour ceux qui connaissent vraiment. Donc parmi ces 2 courts-métrages, donc il y a L'avenir le dira, où j'ai filmé Pierre et Arnaud, son fils, lors d'une récolte de lin. Donc c'est un film, je dirais, vraiment purement documentaire, je sais pas, j'ai envie de dire purement documentaire. Et bon voilà, mais vous le découvrirez. Et puis un autre court-métrage qui s'appelle House of Love, qui a été présenté aux filles aussi. C'est important pour toi. Un prince était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, c'est ça, en 2023. Les festivals, les prix, toutes ces choses-là, comment toi c'est important pour toi, c'est important d'être présent dans les festivals, c'est un moteur et une motivation, tu t'en contrefous, je sais pas, comment toi tu... S'en foutre complètement, c'est même pas un peu... Non, pas alors, mais... Non, franchement, on était très contents. On était très contents parce qu'on y est tous allés et ça c'était vraiment très, très joyeux. Puis on a tellement eu du mal à le faire quand même. C'est-à-dire que quand on n'a pas été soutenu pour le faire, ça nous a vraiment rendu triste parce qu'on était quand même très, très, très partants, quoi. Et tous déjà très engagés pour le faire. Antoine Pirotte. Qui est présent. Qui adore les festivals. Viens Antoine. Viens Antoine. Allez, viens Antoine. Non, Antoine qui est très timide, un chef opérateur, mais surtout qui est Pierre Joseph. Dans le film. Pierre Joseph jeune. Voilà. Et Pierre Joseph qui est Pierre Joseph. Voilà. Ah oui, on peut comparer. Donc là, je crois qu'on a presque réuni toute... Il y a le mixeur qui est là. Toute l'équipe du film. Et l'attaché de presse qui est là. Voilà. Annie Morette. Ça va? Quelle joie. Ouais. C'est un peu une troupe quand même. Ah, voilà, on se rend compte de ça. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou des gens qui ont vu le film, qui ont envie des questions à Pierre ou à quelqu'un d'autre? N'hésitez pas. Oui. Je voulais demander si le film s'était toujours appelé Un prince et si à quoi correspondait pour vous ce mot Un prince, enfin au-delà de ce qui est raconté dans le film, c'est-à-dire sur le personnage de Kouta. Est-ce que ça renvoie pour vous un imaginaire enfantin, est-ce que ça pourrait être un personnage de conte? Qu'est-ce qui se passe pour vous autour du mot Un prince? Au départ, il devait s'appeler Un prince ou la vraie vie non vécue. Titre auquel le producteur s'est opposé. Bon, voilà, il trouvait que ça annonçait trop la couleur. J'ai trouvé que c'était vrai. Voilà, c'est vraiment... Après, non, ça se réfère pas à un imaginaire de l'enfance ou
Ouais, en fait, je ne saurais pas. J'ai l'impression. C'est dans l'histoire de Kuta, oui. Ah ben oui, bien sûr. C'est la fiction absolue, quoi, en fait, le prince. Oui, par rapport à... En fait, il se trouve des origines princières. Donc, Ouais. et voilà, donc c'est un prince, oui. Non, mais en fait, ce personnage existe un petit peu. Moi, Oui. Moi j'ai une question. Très- Non, c'est une réponse. Ça marche. Moi j'ai une question par rapport à. J'ai beaucoup aimé ces scènes de dessin. Les scènes d'enseignement comme ça, dessiner les plantes. Je sais pas, c'est des scènes qui m'ont beaucoup. Mais est-ce que vous savez au moins ce qu'il dessine? Alors, il dessine à partir entre les mains. Vincent, c'est Alors, Vincent. c'est Vincent le prof. Vincent, c'est ça. c'est l'ouverture, c'est la première fois qu'on voit Alberto, Ouais. qui va enseigner la botanique, et il dessine, Et pas que. mais pas que, Mais pas que. il dessine une verge d'or. D'accord. Voilà. Alors, attends, Vincent, avant. Donc solidage, le nom commun, on ne dit plus le nom vulgaire, le nom commun, verge d'or. Verge d'or, d'accord. Alors, Vincent va nous parler de la verge d'or, mais moi, j'aimerais bien, Pierre, que tu me parles en touche et que tu me parles de ton rapport au dessin aussi, à toi. Oui. Parce que je crois que Eh ben oui, moi c'est un peu drôle. Je viens du dessin. Non, mais ça. Oui, pense que c'est pour moi, important. l'origine de tout ça, c'est le dessin, c'est l'enfance, c'est le dessin. Et les premiers films, Secteur 545, c'est vraiment un moyen de prolonger le dessin. En y retrouvant même esthétiquement les mêmes choses, c'est-à-dire, moi je dessine feuille blanche, crayon gras, mine de plomb, 6B, et ces petites caméras, parce que j'ai quand même eu la chance quand même de commencer à faire des films au moment où il y a ces petites caméras qui sortent et ça coûte rien, on n'est pas obligé d'aller à Paris et ça coûte pas d'argent, et voilà. Et donc j'ai fait ces premiers films dans cette économie-là, enfin économie aussi esthétique, quoi. En noir et blanc, on dirait noir et blanc. Voilà, en noir et blanc, un peu baveux, avec des repentirs, des trucs. Verge d'or. Vincent, toi. C'est pas son surnom. Non, c'est ça. Que dire sur le dessin, c'est troublant de travailler avec Pierre, tant pour le scénario que au moment de filmer, c'est qu'il nous entraîne à mélanger la vraie vie avec la fiction. Il dit pas tout, mais le dessin, en effet, ma pratique de sculpteur, elle est liée au voyage, au dessin et à la solitude. Et là, Pierre me dit, tu dessines, premier cours, tu dessines une plante. Tu dis rien, tu dessines. Alors je dessine, on fait une fois, deux fois, trois fois. On avait choisi la plante. On avait choisi la plante, oui, dans les jardins de l'école, au dernier moment. Mais il y a ce côté improvisé. Il y a ce côté improvisé dans la manière dont il fait travailler des gens non professionnels. C'est-à-dire, comme il a dit, il y a le récit qui est porté par des voix off, mais il y a la vraie vie du tournage où il nous dit à peine d'instructions, ou alors... T'en as pas tellement besoin. Hein. On a tous envie de dessiner comme toi. Tu vois, c'est un cadre comme ça, et il y a un mouvement fou, quoi. Je sais pas. Ah oui, non, mais c'est assez. T'imagines, sinon ce serait très ennuyeux. Non, mais il y a d'autres moments. On est dans le lit ensemble et on a des instructions on ne sait pas, que j'ai pas l'intention de suivre, n'est-ce pas, Antoine? Et toi non plus. Et je me mets à parler d'une chose de ma vie qui remonte à 30 ans avant et qui était beaucoup d'émotions.
Et voilà, et ça reste dans le film, il le filme. Comme quand on est encore chez moi à Paris, on fume, il me fait fumer un joint, et je lui dis, ben, ça me fait tousser, comme avec mes étudiants, bon, tout ça. Donc c'est des moments de vécu très, très légers, on pourrait dire, et qui vont bien avec la densité du récit et des voix off. Et c'est, je trouve, la tension entre les deux qui fait que c'est émouvant, parce que c'est des choses de la vie très simples, très, dans la fiction, dans l'amour, et puis un récit. Et d'écrire, participer au scénario, je ne sais pas si c'est moi, mais si chacun de nous, on y a mis de soi, on a mis de son histoire. Et du coup, c'est très, très troublant, quoi. Et on ne pourrait pas raconter ce qu'on écrit là. Et c'est pour ça que il faut et au moment où on est devant filmé, on ne sait pas comment ça va être monté. Et dans le montage, justement, avec Félix, il y a eu beaucoup de liberté pour recondenser tout le scénario, qu'il y avait beaucoup de pistes, et puis décaler les voix sur des moments qui n'étaient pas attendus. Voilà, c'était très, très beau. Mais toi, Pierre, au moment du tournage, parce que je trouve ça super intéressant ce que dit Vincent sur c'est la façon dont tu diriges ou dont tu mets en situation presque. Diriger, attention. Non, mais voilà, comment surviennent ces voilà. Mais toi, au moment du tournage, tu sais que là, tu as quelque chose qui va t'intéresser, tu montes déjà dans ta tête, ou c'est vraiment au moment du montage où tu as tout ton matériau que se tricote ce film qui Ah non, c'est un peu... C'était quand même où tu suis vraiment à la lettre ton scénario Enfin, on a essayé, oui. Pardon, oui, on essaie toujours un peu, mais... Des surprises de tournage ou de... Oui, non, mais c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire ce qu'on attend quand même d'un tournage, c'est d'avoir des moments aussi... moments de grâce, je sais oui, pas. Enfin, des moments inattendus, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais... Enfin, il y en a d'autres. Il y a des choses qui sont écrites et il y a des choses qui sont improvisées. Voilà. Moi, ce que j'aime bien quand je filme mes personnages, c'est qu'ils soient à la fois les personnages qu'on a écrits et à la fois qu'ils soient eux-mêmes. Et donc, on laisse la place pour ça. Et comme je connais bien les uns et les autres, parce que souvent ce sont des amis, voilà, il y a des choses que je peux un petit peu anticiper, d'autres pas, mais par exemple, Antoine nous présente les dessins de Pierre-Joseph à Alberto. Alberto lui demande, très précisément cette scène-là, Alberto lui demande ce jaune, qu'est-ce que c'est? Et Antoine dit pisse et huile de lin. Voilà, ça vient complètement de lui, parce que pisse et huile de lin... En fait, si tu mélanges la pisse et l'huile de lin, ça marche pas, quoi. Mais en tout cas, très bien. Et puis Vincent, belle plante. Voilà, c'était pas non plus écrit, mais donc ils ont cet espace de liberté. C'est pour ça diriger. De toute façon, tous les mots du cinéma, je les déteste, en fait. Mais alors, donc, non, mais diriger, casting, repérage... Non, mais est-ce que tu pourrais imaginer travailler avec des comédiens, entre guillemets, professionnels, ou pas du tout, ou c'est complètement... c'est Françoise Lebrun, Mathieu Amalric, Grégory Gadebois, Didi, c'est des acteurs... Bien sûr. Oui, confirmé. Jean-François Stévenin. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est reprendre toujours les mêmes, parce que c'est des amis, ça devient des amis, alors... Enfin bon, ça va, on arrive quand même à élargir un peu, mais...
Non, mais c'est comment inclure dans ton cinéma quelque chose qui dénature pas ton cinéma ou qui te permet de faire ton film. Moi, c'était la question que je me posais. Mais peut-être tu demandais comment Pierre faisait du cinéma quand il se lève le matin. Moi, je dirais que Pierre n'a pas besoin de filmer pour faire du cinéma. En fait. Et qu'il a un rapport à la vie où le cinéma, si on appelle cinéma, en fait, ce que toi tu t'es, ce qui est le romanesque, l'action du romanesque, du récit, de la fiction. C'est tellement profondément intriqué à la façon qu'a Pierre de vivre, d'adapter son territoire, que le cinéma se fait tout le temps, disons. Et donc, il n'y a pas tellement de différence, finalement, entre un acteur professionnel et un acteur pas professionnel, au fond. Et dans le film, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus cette séparation entre les voix intérieures, les voix off intérieures, et la matière du film. Parce que la matière du film, elle est très romanesque aussi. Les plans sont très composés, tout est très... Il n'y a pas d'un côté les voix romanesques et de l'autre la vie comme ça qui passe, pas du tout. Le film, il est quand même porté par une espèce mais ton cinéma du futur, par une espèce de... Là, peut-être encore plus. Tu vas plus loin dans le romanesque. Mais je dirais la même puissance romanesque qu'on connaît chez toi quand on va chez toi, et pourquoi on aime tellement aller chez toi aussi, je crois. Comment dire, elle est la même puissance romanesque porte l'écriture des voix, mais aussi la composition des plans. La composition des plans, je crois. Je veux dire quelque chose sur la fabrication de l'image. Quand c'est toi qui filme et quand c'est Antoine qui filme. Oui, je ne sais pas si vous avez compris, mais donc je filme Pierre-Joseph, je filme Antoine qui est Pierre-Joseph jeune, et quand je prends le relais sur son personnage, Antoine passe derrière la caméra pour le filmer, donc non seulement on est le même personnage, mais enfin on n'est pas la même caméra, mais en tout cas c'était amusant ce côté de... Si, il y a une fois où tu m'as dirigé et tu as dit, quand on faisait la descente à vélo, c'est la pluie, et je t'ai dit, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit, tu vas faire le bonheur n'est pas gai. T'as juste dit ça. Et j'ai compris qu'il fallait pas attendre plus, et c'était bien. Mais on était trois à faire l'image parce qu'il y avait aussi Léo. Absolument. Et du coup, on se qui avait passait fait l'image du bal été de Vatoto. Dis un mot sur la dernière scène. Moi, Antoine. Lequel? Dans la cabane. Dans la cabane, en fait, moi j'ai été à l'école quand j'étais au moment du tournage, donc j'étais en plein apprentissage, et tout d'un coup la rencontre avec Pierre, c'était une toute autre forme d'apprentissage. Et cette cabane-là, par exemple, je la connaissais d'avant. Enfin, c'est quand je suis allé la première fois en Normandie, c'était l'endroit où Pierre m'a reçu pour la première fois, et du coup ça fait vraiment partie. Enfin, j'ai eu l'impression de découvrir le travail de l'image sur un très long terme, et de voir que les images, on pouvait les attendre et les travailler. Excuse-moi, par exemple, tu l'as peinte, la cabane. Oui, par exemple. Tu as participé. Mais Cyril aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est pour vous dire comment ça se fabrique. Vas-y. Non, c'est ça. Non, la dernière scène, je crois. Vincent, vous disiez. Qu'est-ce que... moi, c'était ça qui me faisait le plus flipper, parce que c'était... En termes de micro fantôme, alors. Tourner dans la forêt la nuit, sans lumière, avec je sais plus, 8 personnages autour d'une table dans une cabane de 7 mètres carrés, où ça paraît comme ça un peu cauchemardesque, et puis en fait c'était... En fait, je pense que oui, le fait d'y avoir pu y passer du temps avant, d'avoir pu faire autre chose que de penser cinéma dedans, ça a permis de voir, par exemple, au moment où on a peint la cabane et qu'on faisait des travaux. Moi, je sais que c'est un moment qui m'a beaucoup plu, parce que je faisais des photos de vous deux en train de travailler, et que c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des possibilités de cadre dans des réflexions, dans des miroirs. Après, ça donne lieu à des choses qui restent ou pas dans le film, mais qui sont
par exemple, je sais pas si on les voit, les miroirs que... Non. Que tu avais installés. Oui, non, mais ce qu'on voit pas, ça sert aussi. Hein. Bah ouais. Mais en fait, ça, on peut le faire que quand on passe du temps et qu'on travaille aussi à d'autres choses que faire des images. Parce qu'Antoine a commencé chez moi par un apprentissage en entretien d'espace vert, qui a été validé par la FEMIS. Est-ce que Antoine est à la FEMIS à l'époque, oui. Ouais. Non, mais moi, je trouve ça très intéressant, ce hors-champ, là, votre travail, et puis en ayant le film en tête, ce film où vous jouez le même personnage, moment très beau, l'horloge s'arrête, le temps s'arrête, ou le temps passe plutôt, et où vous changez de place, vous changez vos places. Je ne savais pas que ça se passait aussi à la caméra, mais je sais pas, tout ça nourrit le film, mais même si on ne le voit pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui... on se dit, mais pourquoi ça m'émeut autant, mais pourquoi il y a quelque chose qui passe je sais pas, de passage du témoin, de passage de temps, de passage du savoir. Pourquoi ça passe et on ne le sait pas, mais quand on le sait, on est peut-être... Il y a de plus en plus de monde sur les tournages de Pierre. Non, mais c'est important de le dire, parce que ça a l'air de rien, mais le travail consiste maintenant aussi à garder l'endroit du document de la fiction, mais ça nécessite, pour avoir un document de la fiction, des professionnels et un encadrement un peu plus technique, quoi. Enfin, du coup, c'est pas juste on sort une caméra et on filme, en fait. Il y a vraiment un travail qui est fait de la gestion du temps, du travail, tout simplement, et aussi sur le travail lui-même. Antoine en parlait, comment on fait pour une pièce toute petite à filmer avec une bougie. C'est un défi pour un chef opérateur, par exemple. Je pense qu'il y aurait beaucoup de chefs opérateurs qui n'auraient pas voulu le faire, ou qui m'auraient expliqué en tant que moi producteur que ce n'était pas faisable, qu'il fallait mettre des lumières, commencer à faire venir un camion et rajouter des groupes électrogènes. Enfin, et donc du coup, la pensée technique qu'on met en œuvre maintenant sur les films de Pierre, l'idée c'est d'arriver à ce que le film garde l'endroit de la mise en scène de Pierre et de cet instant accordé à, oui, justement, à la vie. Simplement, à la vie qui apparaît. Voilà. Et ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Il ne faut surtout pas que tu augmentes tes budgets de production, sinon tu risques de te perdre. C'est ça la conclusion? Oui, c'est un peu pour dire au chef opérateur qu'il n'aura pas. Vincent? Oui, je reviens sur la fin du film, où tout le travail du montage a été de faire exister ce quota depuis le début jusqu'à la fin. Et ça commence par cette parole, l'histoire de Kouta a vraiment commencé, je ne sais plus la fin de la phrase, mais enfin, il est tout de suite... L'histoire a vraiment commencé lorsque Kouta est arrivé. Lorsque Kouta est arrivé. Donc ensuite on le revoit assez tard dans le film. Alors, ce Kouta, pour l'histoire vécue, c'est un jeune homme du Rajasthan qui est venu porter ce rôle parce qu'on ne trouvait pas qui pourrait porter ce personnage. Il ne parle pas français, donc il venait un personnage muet. Et pour la fin du film, qui était complexe, on mangeait des champignons, c'était hallucinogène, les tables tournaient, enfin ça partait un peu dans tous les sens. Et puis arrivaient les animaux qui se mettent à beugler et à bramer. Et en fait, la solution du montage se terminait sur des gros plans, comme ça, un peu caravagesque, je ne sais pas, c'est moi qui le dis. Pour finir sur le visage de Chimandangui, qui ne comprend pas tout à fait tout ce qui se passe. Alias Kouta. Oui. Alias Kouta, et qui est bon et qui a un visage un peu interrogateur, un peu hors du temps.
Et ça donne une fin elliptique, presque, comme Cyril en parle, à se demander s'il s'agit d'une vraie personne ou si c'est un personnage, un fantôme. Et dans cette cabane apparaissent les fantômes de, comment il s'appelle, Bruno, alias Moïse, le mort qui est... Bon. Enfin, ça fait une fin très spirit. Ah mais, non, mais totalement. Non, et puis en plus, elle a une beauté. Moi, je trouve que la photo est bien. Elle est très, très, très forte. Très bien. Non, non, mais vraiment, hein, il se passe quelque chose. C'est pas ça. Ouais. Ça emporte le film, ça nous emmène vers quelque chose. Non, totalement réussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film encore. Peut-être une ou deux dernières questions. Déjà trop parlé là. Trop de questions. Pierre, je t'ai fait choisir une liste de films. On aime bien faire le lien avec la boutique, donc tu me dis juste quelques mots sur pas les 10 films que tu as. Les 15. 15, ouais, 15. Non, c'est ça, j'ai donné la liste de 10. Oui, mais on les a pas tous. En fait, tu m'as dit entre 10 et 15. Je t'ai dit entre 10 et 15. Alors, c'est un exercice tellement difficile. Enfin, c'est la liste du moment, quoi. Ouais. Mais complètement, en fait, mais ça elle n'a pas d'autant. Mais. Donc il y a, je vais tout citer, mais tu vas me dire juste un court mot sur, encore une fois, 3-4. Donc il y a Ordette, Les Enfants Terribles au hasard d'Althazar, Femme, Vicali, Théorème, La Maman et la Putain, De la Nuit à la Résistance, Les Mains Négatives. Alors, De la Nuit à la Résistance, si on l'a, mais Les Mains Négatives de Duras, on l'a pas. Simone Barbès, de Marie-Claude Treilloux, La Belle Éclose de Jean-Claude Rousseau, La Niña Santa de Cressa Martel, j'aime beaucoup. Les Souliers de Pichatpong, qu'on n'a pas plus. J'étais à la maison de Angela Chanelec, First Cow de Kelly Reichardt, et Twin Peaks The Return de saison 3 depuis tout à l'heure je vois le Eraserhead et en fait je crois que c'est le seul cinéaste dont j'ai vu les films complètement dans l'ordre. Ah oui, là oui en fait je sais pas si vous en avez vous comme ça, mais moi c'est le premier que j'ai vu. Toi Eraserhead. Bah bien, bon alors parlons de Twin Peaks The Return parce que c'est quand même saison 3, c'est quand même une sorte de ovni. Comment tu parles en fait est-ce que je l'ai découvert avec toi, Vincent, que je l'avais déjà vu une fois on l'a regardé en tout cas ensemble. Je sais pas, vous avez vu ou pas? Qui l'a vu ici? La saison 3, oui, on a certainement plus. Non, mais moi je parle très mal du cinéma et des films. Bon, alors, d'abord, Twin Peaks, c'est la seule série que j'ai vue de ma vie. Je n'ai pas vu d'autres. Les 3 saisons. Oui, j'ai vu les 3 saisons, donc dans l'ordre. Donc la 3e saison. Tu vas faire un peu. Et bon, évidemment, on se demande. Il n'a pas non, mais ça a l'air de rien, mais c'est très important parce que j'ai un projet de film avec ma sœur. Ça s'appelle Une grande sœur. Et c'est un projet de film avec David Lynch. Non, je crois que t'allais dire j'ai un projet de film avec David Lynch. Là, c'est ce qui est. On va y travailler. Donc avec ta sœur. Ouais, pour la musique, ce serait pas mal. Et donc c'est un film d'horreur. Et puis, quoi dire d'autre? Oui, donc je lui ai offert la 3e saison et on en a profité pour la regarder puisqu'elle tardait à la regarder. Et ben, c'est quand même une surprise la 3e saison. On s'attend pas du tout. Rien. On s'attend pas du tout à ça, quoi. Dès le début, on s'attend parce que les 2 premières saisons c'est lieu unique. Voilà. Bon, alors en fait, c'est bon déjà super émouvant de retrouver tous les personnages 30 ans après. La femme à la bûche qui va mourir, qui continue de filmer, on sait que ça lui a apporté beaucoup avant de mourir. Comment elle s'appelle, Catherine Bon, ça c'est très 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 émouvant. Oui, et puis au niveau de pour le coup, de la fiction, de la narration, des libertés aussi formelles, des épisodes comme ça, complètement qui sont presque des installations. Je sais pas, je trouve que c'est un des seuls showrunners qui arrive à prendre une telle liberté dans l'industrie
ça va vraiment sur... Mais c'est une œuvre d'art, enfin, ça va vraiment, même esthétiquement, sur plein de registres. C'est toujours bien. Alors on revoit avec Mathilde, on en est combien? 4e, je crois. Donc, alors le bureau, oui, il y a le bureau de David Lynch lui-même, qui est le chef de la CIA, je crois. Et il y a un poster derrière lui énorme de la bombe atomique. Et derrière, il y a le portrait de Kafka. C'est quand même fou, quoi. Non, mais c'est des montages vraiment impressionnants. Donc la saison 3 qu'on n'a plus, malheureusement, qui est épuisée. Ah bah c'est bien la peine, tout ça pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à la louer. Non, vraiment, c'est incroyable. Alors j'ai vu dans le documentaire, alors, je ne sais pas si que la chaîne s'appelle Ordette. Ouais, est-ce qu'Ordette est toujours vivante? Ah oui, bien sûr, ouais. Elle est toujours vivante, elle est dans le film, elle a 6 ans, et quand je suis venu pour présenter Vatoto, tu m'as offert Ordette. Ah, ok, d'accord. Donc si tu avais l'intention de me offrir Ordette... Non, c'est pas te offrir Ordette, mais c'est de te faire peut-être en parler pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, c'est ça. Si tu as quelques mots à dire sur Dreyer. Non, vas-y. Non, il ne faut pas que l'exercice soit... Bon, Ordette, ça fait partie, mais pas vraiment Ordette, c'est pas vrai. C'est plutôt Vampire, mais ça fait partie des premiers films que j'ai vus à la télévision qui m'ont vraiment fait croire aux fantômes, quoi. Mais c'est plutôt Vampire, c'est plutôt Nosferatu, la charrette fantôme. Mais je sais même pas ce que ça a comme valeur, évidemment, hein. C'est un peu l'enfance, quoi. Mais je me souviens avoir vu ça et que c'était différent du reste de ce qu'il y avait à la télé. Je sais pas, Daniel Gilbert. Ah oui, c'est différent. Et bon, voilà, je crois que ça vient un peu de ça, et puis du dessin. Enfin, je veux dire, de fabriquer des films. Et juste un dernier point de route, parce qu'on vient de le recevoir, c'est Théorème de Pasolini qu'on a reçu dans une... Ouais. Bah, ça, je l'ai offert à Antoine, mais il n'a toujours pas regardé, je crois. Et le Pasolini en général, ou Théorème en particulier, je sais pas. Ça lui fait peur. Oui, tout Pasolini, bien sûr. Bah, il y en a quand même, enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup. En fait, tu dis un film, mais c'est... Oui, ça ouvre une porte sur... Non, moi, je fonctionne comme ça. David dit, j'aime tout, quoi. Enfin, je l'aime lui, quoi. Enfin, c'est pas le seul, hein. Enfin, Lucretia Martel aussi. Pas vous? Beckett, tout. Eh ben, écoutez, est-ce que on s'arrêterait pas là pour... parce qu'il y a le monde à dédicace. Enfin, Beckett, les livres, hein, parce que les films, il n'en a fait qu'un. Ah oui, non. Tout Beckett... Dédicace du DVD Alors, ce soir, c'est Arnaud Demer qui dédicace le film. C'est vachement... Donc, un grand merci à tout le monde, à Pierre Creton, Vincent Barré, Cyril Nera, Pierre Barré, je vais me tromper, et Mathieu, Antoine, voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus, et puis voilà, on continue là, autour d'un verre, à discuter de manière un peu plus informelle. Grand merci à toi, Pierre. Merci à toi. Merci. Ah oui. Vous voyez qu'on n'a pas parlé du prochain. Ah, oui. Enfin, des prochains. Ça va? Ouais, C'est non, bah non. Ouais. Moi, j'ai regardé, j'ai googlé. Ouais,